Imaginez la scène. C'est Noël. Vous êtes à une fête de fin d'année et votre petite sœur décide de prendre votre Ford Mustang sans vous le demander. Puis elle l'accidente gravement. Que feriez-vous? Eh bien, j'ai vécu cette situation exacte. Même si je ne lui ai jamais donné la permission, ma sœur a volé les clés de ma voiture et a provoqué un grave accident. Mais au lieu de s'excuser ou de proposer de réparer les choses, elle a eu le culot de dire que c'était de ma faute. Mon père, un homme qui a servi 35 ans dans le corps des marines, ne pouvait pas rester les bras croisés et se taire. Il a attrapé une batte de baseball et lui a donné une leçon. Non, il n'a pas frappé Sophia. Il avait une autre façon de gérer la situation. Laissez-moi vous raconter comment un marine a donné à sa fille une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel. J'ai 28 ans et je travaille comme ingénieur en technologie pour une grande entreprise de la tech basée à San José. C'est là que je me suis construit une carrière stable après des années de dur labeur. La vie est assez paisible ces jours-ci. Je vis avec mon père, Simon, dans une maison de 3 chambres en périphérie de San José. Ce n'est pas un endroit remarquable, mais c'est confortable et juste ce qu'il faut pour nous deux. Même si mon travail me tient occupé avec des projets technologiques complexes, je mets un point d'honneur à rentrer à l'heure chaque jour pour dîner avec mon père, l'homme que j'admire et respecte plus que quiconque. Nous avions autrefois une famille heureuse et complète. J'avais mes 2 parents et une belle sœur cadette nommée Sophia. Mais ce bonheur s'est brutalement terminé la nuit de Noël 2023. Tout a commencé par le favoritisme aveugle de ma mère envers ma sœur. Un schéma qui existait dans notre famille depuis des années, mais qui n'avait jamais explosé comme il l'a fait cette nuit-là. Face au favoritisme injuste et déraisonnable de ma mère, mon père, un marine américain à la retraite qui a servi ce pays pendant 35 ans, ne pouvait plus rester silencieux. Il s'est levé avec la prestance et l'autorité d'un soldat, déterminé à leur donner une leçon. Il espérait que cette leçon leur ouvrirait les yeux, les aiderait à reconnaître leurs erreurs et à changer de comportement. Malheureusement, elles sont restées têtues, s'accrochant à leurs croyances erronées. Et le temps qu'elles réalisent enfin la vérité 2 ans plus tard, il était déjà trop tard pour réparer quoi que ce soit. Mon histoire s'est déroulée la nuit de Noël 2023, un dîner que je n'oublierai jamais de ma vie. Ce jour-là, je suis rentré à la maison pour la fête de Noël à l'invitation de mon père. Il m'avait appelé 4 jours plus tôt, la voix pleine d'enthousiasme, en me disant qu'il organisait un dîner de Noël cette année avec des parents, des voisins et quelques vieux amis. Quand il m'a demandé, j'ai dit oui sans hésiter une seconde. C'était la première année où mon père serait à la maison pour célébrer Noël avec la famille. Il avait passé 35 ans à servir dans le corps des marines des États-Unis et avait officiellement pris sa retraite en août 2023. Entre l'entraînement intense à la base et les longs déploiements à l'étranger, il avait manqué presque toutes les grandes réunions de famille. Pendant les fêtes, nous ne le voyions généralement qu'à travers un écran de téléphone lors de brefs appels vidéo. Vers 17h, je suis arrivé à la fête dans ma toute nouvelle Ford Mustang GT, une bête rouge et élégante dotée d'un puissant moteur V8. Je l'avais acheté seulement 2 mois plus tôt, et c'était ma fierté et ma joie, le résultat d'années de dur labeur et d'économie. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que cette même voiture, celle dont j'étais si fier, deviendrait l'étincelle qui déclencherait un conflit familial dont nous ne nous sommes toujours pas remis. En tournant dans la rue menant à la maison, j'ai vu une file de voitures garées devant, remplissant les 2 côtés de l'allée. J'en ai reconnu quelques-unes, familières, appartenant à des parents proches. La Honda Civic blanche de 2018 de ma sœur Sophia se démarquait le plus. C'était la voiture que mon père lui avait achetée pour sa première année d'université, un cadeau coûteux montrant à quel point il aimait sa fille. Après avoir passé beaucoup de temps à trouver une place parmi la foule de véhicules, je me suis finalement garé et me suis dirigé vers la maison, transportant 3 cadeaux soigneusement choisis, une bouteille de bon whisky pour mon père, une écharpe douce en cachemire pour ma mère, et une bouteille d'un élégant parfum Chanel pour Sophia. J'avais passé toute la journée à rechercher les préférences de chacun, espérant leur apporter des cadeaux significatifs. Au moment où je me suis présenté à la porte d'entrée, mon père a quitté le barbecue dans le jardin et est venu m'accueillir. Son visage s'est illuminé quand il a vu le cadeau. Souriant chaleureusement, il a dit « Bien joué, mon fils. Tu t'es souvenu de ma marque préférée. Merci beaucoup. » Voir le bonheur dans ses yeux m'a rempli de fierté. C'était la première fois que je lui offrais un cadeau de Noël en personne. D'un autre côté, lorsque ma mère et Sophia ont reçu leur cadeau, elles n'ont pas semblé très heureuses.
Leurs expressions étaient rigides, comme si accepter mon cadeau était plus une obligation émotionnelle qu'une chose qu'elles appréciaient vraiment. Pourtant, elles ont hoché la tête poliment et ont dit « merci ». Après avoir distribué les cadeaux, j'ai enlevé mon manteau et l'ai accroché au porte-manteau près de la porte. Dans toute l'excitation d'avoir enfin mon père à la maison pour un dîner de Noël, j'ai oublié un détail crucial, la clé de ma Ford Mustang était toujours dans la poche du manteau. Ce petit oubli, ma négligence, a été l'élément même qui a déclenché tout ce qui a mal tourné cette nuit-là. Vers 18 h, tous les invités étaient arrivés. La maison bourdonnait de rires, de conversations et de salutations chaleureuses. Quelques-uns d'entre eux avaient déjà remarqué ma nouvelle voiture garée dehors. Oncle Austin, notre voisin de longue date et ami de la famille, m'a curieusement demandé le prix de la Mustang. Oncle Adam l'a complimenté, disant qu'elle avait l'air puissante et masculine, un choix parfait pour moi. Et Thomas, mon cousin de 20 ans, m'a regardé avec admiration et a dit « Daniel, tu assures. Je jure que je travaillerai dur pour en avoir une comme la tienne un jour. » En entendant tous ces éloges, mon père est intervenu avec fierté dans la voix « Je suis très fier de Daniel. Il a construit toute sa carrière à partir de rien. » Juste après qu'il a dit ça, je me suis retourné et j'ai vu le sourire fier qu'il m'adressait. À ce moment-là, j'ai senti l'amour et la reconnaissance derrière chaque mot. C'était sa façon de dire qu'il voyait tous les efforts que j'avais fournis. L'ambiance était légère et j'étais d'humeur à plaisanter. Alors, j'ai répondu avec un grand sourire, c'est drôle parce qu'il y a 8 ans, quelqu'un a essayé de me faire suivre ses traces et de rejoindre les marines. Quand j'ai dit ça, mon père a joué le jeu et a fait semblant d'être surpris, Qui t'a forcé? Ça ne pouvait pas être moi. Je donnais juste un conseil. Juste après sa réplique, toute la pièce a éclaté de rire. Notre petit échange avait diverti les invités. En regardant l'atmosphère joyeuse et chaleureuse, je me suis senti ravi. Je savais que j'avais pris la bonne décision en rentrant pour la fête. C'étaient les moments auxquels j'avais aspiré toutes ces années. Je dois vous parler de mon père pour vous aider à comprendre pourquoi un ancien marine pouvait être si léger et drôle. Mon père, Simon, était lieutenant-colonel dans le corps des marines des États-Unis. Il a commencé sa carrière militaire à 18 ans, juste après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. En 35 ans de service, il a gravi les échelons et a, à un moment donné, commandé une unité de combat de plus de 500 hommes. Ses paroles avaient un poids considérable dans l'armée et chaque décision qu'il prenait pouvait signifier la vie ou la mort pour les soldats sous son commandement. Quand les gens entendent « corps des marines », ils imaginent probablement quelqu'un de rigoureux et à cheval sur le règlement. Et ils n'auraient pas tort, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Quand il s'agissait de travail, mon père était discipliné et méticuleux. Il ne tolérait aucune négligence, que ce soit dans l'apparence ou l'attitude. Mais en dehors du travail, il était drôle et accessible. Il pouvait raconter des histoires hilarantes de sa jeunesse ou faire des blagues avec ses compagnons marines comme si c'était une seconde nature. À la maison, il ne s'immisçait pas beaucoup dans l'éducation quotidienne. En raison de son travail exigeant, il ne pouvait rentrer que quelques fois par an. Et sachant à quel point ce temps était limité, il essayait toujours de rendre notre maison détendue et chaleureuse quand il était là. Parfois, même lorsque nous faisions des erreurs, il nous le rappelait gentiment au lieu de crier comme il l'aurait fait à la base. Cela m'a toujours intrigué. Un jour, j'ai finalement eu le courage de lui demander « Pourquoi ne nous élèves-tu pas comme tu commandes tes soldats ?» Il a souri, m'a tapoté la tête et a dit « Si tu écoutes et sais ce qui est juste, je serai ton ami. Mais si tu fais une bêtise et que tu ne l'assumes pas ou ne la répares pas, tu auras droit à une véritable expérience de camp d'entraînement. » Entendre ces mots m'a donné un aperçu de sa philosophie sur l'éducation. Et à partir de ce moment, je n'ai plus jamais ressenti de pression ou de peur en sa présence. Nous pouvions parler de tout, du travail, de la vie, de n'importe quoi. Et au fil des ans, notre relation a évolué de père et fils à quelque chose de plus proche de meilleurs amis, capables de partager, de plaisanter et de parler aussi naturellement que de respirer. Revenons à la fête de Noël. Alors que la pièce était encore remplie de rires et de conversations animées, Sophia, ma sœur cadette, a soudainement dit d'un ton détendu, « Puis-je t'emprunter ta voiture pour quelques jours ?» Pris au dépourvu par sa demande soudaine, j'ai demandé, « Et ta voiture? Pourquoi as-tu besoin de la mienne ?» Sans hésiter, Sophia a répondu avec un visage impassible, « Je veux juste l'utiliser quelques jours, la montrer à quelques amis. » En entendant sa réponse franche,
j'ai été un peu surpris. Sofia avait 24 ans à l'époque, pas vraiment l'âge de frimer, surtout avec quelque chose qui n'était pas à elle. Et honnêtement, emprunter une voiture juste pour se vanter ne semblait pas être quelque chose qu'un adulte devrait dire. Après quelques secondes d'hésitation et de réflexion attentive, j'ai répondu, je ne peux pas te la prêter. La Ford Mustang est une voiture difficile à maîtriser. Elle est faite pour des conducteurs expérimentés avec un état d'esprit stable. Juste après avoir dit ça, une expression d'irritation est apparue sur le visage de Sofia. Son expression est passée complètement de détendue à agacée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a demandé, « Alors, tu dis que je suis impulsive ?» J'ai expliqué patiemment, essayant de rester calme face à son attitude. J'ai dit, « Ce n'est pas ça. La Mustang est difficile à manier. Je suis monté dans ta voiture plusieurs fois. Tu dépasses souvent d'autres véhicules sans vérifier attentivement et tu conduis beaucoup trop vite. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. » Je n'avais pas fini ma phrase que Sofia a levé la main. Visiblement contrariée, elle m'a coupé, « Arrête. C'est assez. Tu es tellement égoïste. Si tu ne veux pas me la prêter, dis-le. N'invente pas toutes ces excuses. » Face à son emportement et son manque de respect, je n'ai plus pris la peine de prendre des gants. J'ai répondu directement, « Très bien, je vais le dire clairement. Je ne peux pas te prêter la voiture. Si tu veux une voiture comme ça, apprends à gagner de l'argent et à économiser comme je l'ai fait. » Dès que j'ai dit ça, Sofia s'est retournée et est partie en trombe. Son visage était rempli de colère, sans même un regard en arrière. Ses pas étaient rapides et fermes. Elle était contrariée par ma décision. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que mon refus raisonnable deviendrait l'excuse derrière ses actions impulsives. Je ne m'attendais pas non plus à finir par payer le prix fort pour avoir tenu bon. Je pensais honnêtement la protéger d'un risque inutile en lui disant non. Mais il s'est avéré que j'avais involontairement déclenché un conflit familial majeur. Vers 18h30, chaque plat était apporté à la table avec soin et cérémonie. L'odeur de la viande grillée, de la purée de pommes de terre crémeuse et du pain grillé croustillant emplissait la pièce, rendant l'atmosphère encore plus chaleureuse. De toute ma vie, c'était le Noël le plus heureux que j'ai jamais eu, car mon père était enfin là. Tous les membres de la famille étaient réunis autour de la table. Tandis que nous savourions le riche repas, nous partagions des histoires amusantes du passé. Mon père était particulièrement animé, faisant rire tout le monde avec des récits de son enfance, assis au milieu de ses cousins et de vieux amis de la famille. Pendant que tout le monde riait, trinquait et applaudissait dans la joie festive, je n'avais aucune idée que Sofia s'était discrètement éclipsée de la fête. Profitant de la joyeuse distraction, elle s'est faufilée jusqu'à l'endroit où j'avais accroché mon manteau, a sorti les clés de la voiture de la poche et a pris ma Ford Mustang sans demander. Avec la douce musique de Noël et les rires à l'intérieur de la maison, je n'ai pas entendu le moteur démarrer ni la voiture quitter l'allée. Vers 20h, alors que nous étions encore plongés dans le plaisir de nos récits, un grand bruit de fracas a soudainement retenti à l'extérieur. L'impact était si fort qu'il a fait trembler toute la maison. Tout le monde a instantanément arrêté de manger et s'est levé. L'inquiétude se lisait sur leurs visages, alors qu'ils se précipitaient pour voir ce qui venait de se passer. En un éclair, l'énergie joyeuse s'est transformée en tension. Avant même que j'aie pu atteindre la porte, j'ai entendu la voix de l'oncle Austin crier avec horreur, « Oh mon Dieu, c'est la voiture de Daniel !» Ce cri a fait bondir mon cœur. Je me suis précipité et la vue devant moi a engourdi tout mon corps. Ma Ford Mustang, ma fierté et ma joie, étaient écrasées contre le portail d'entrée. L'avant était complètement défoncé. Les phares étaient brisés et une épaisse fumée s'échappait du moteur. C'était la voiture pour laquelle j'avais économisé pendant 6 mois. Et maintenant, elle était détruite au point d'être méconnaissable. Mon cœur semblait s'être arrêté. J'ai vu quelqu'un sur le siège du conducteur à l'intérieur de la voiture, entouré de la poussière blanche des airbags déployés. Sans qu'on ait besoin de le dire, tout le monde a couru vers le véhicule accidenté. Et quand nous sommes arrivés, j'ai été stupéfait de voir Sofia sur le siège du conducteur. Ses cheveux étaient en désordre à cause de l'impact. J'ai alors réalisé qu'elle avait pris ma voiture sans ma permission et l'avait accidentée. Après un bref choc, Sofia a lentement ouvert la portière et est sortie. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il n'y avait aucune trace de culpabilité ou de peur quand elle m'a regardé dans les yeux. Au lieu de cela, elle m'a regardé calmement et a dit « Tu avais raison.
Ta voiture est difficile à manier. À ce moment-là, j'ai complètement perdu le contrôle de mes émotions. En regardant ma voiture détruite, j'ai crié de colère, « Mais qu'est-ce que tu as fait à ma voiture, Sophia ?» Même après ma question furieuse, elle n'a montré aucun signe de remords. Elle m'a regardé d'un air vide et a répondu d'un ton froid et sec, « C'est la faute de la voiture. Comme tu l'as dit, elle est difficile à contrôler. Tu devrais t'estimer heureux que je n'ai pas été blessé. Sinon, c'est toi qui paierais pour mes blessures. » Entendre ces paroles irresponsables a fait bouillir ma rage. Si elle avait été un homme, je ne sais honnêtement pas si j'aurais pu me retenir de la frapper sur le champ. Essayant difficilement de contenir la fureur qui bouillonnait en moi, je lui ai dit, la voix tremblante de colère, « Tu as volé ma voiture, Sophia. Quand tu as demandé à l'emprunter, j'ai clairement dit non. » Au moment où je finissais ma phrase, une voix forte et autoritaire a retenti, « Ça suffit. » Tout le monde à l'intérieur. Maintenant. Celui qui donnait l'ordre était le lieutenant-colonel Simon du corps des marines des États-Unis. Le visage de mon père à ce moment-là rayonnait d'autorité et de sévérité. Ses yeux étaient froids et perçants, comme si nous n'étions pas ses enfants, mais des soldats attendant les ordres de leur commandant. C'était la première fois que je le voyais aussi furieux. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, et je sentais tout mon corps trembler sous le poids de son intensité, rare mais écrasante. J'étais anxieux et confus en rentrant dans la maison sous l'ordre strict de mon père. Je n'avais aucune idée de la façon dont il allait gérer cela ni de ce qui allait arriver ensuite à notre famille. Une fois que tout le monde fut rassemblé dans le salon et autorisé à s'asseoir, à l'exception de moi, mon père et Sophia, la tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Essayant de rester calme au milieu de la situation qui s'envenimait, mon père s'est tourné vers moi et a demandé, « Daniel, dis-moi, as-tu accepté de prêter ta voiture à Sophia ?» Je lui ai immédiatement tout raconté, depuis le moment où Sophia a demandé à emprunter la voiture jusqu'à mon refus en raison de mes préoccupations concernant ses compétences de conduite, et même sa réaction quand j'ai dit non. Quand j'ai eu fini, mon père a hoché subtilement la tête, comprenant ce qui s'était passé. Il s'est ensuite tourné vers Sophia, les yeux vifs et sérieux, et a demandé, « Sophia, si Daniel a dit non, pourquoi as-tu quand même pris les clés et conduit la voiture ?» À ce moment-là, Sophia m'a regardé avec un air de défi, puis s'est tournée vers notre père et a répondu sans hésitation, « Daniel a menti. Il m'a dit que les clés étaient dans la poche de son manteau et que je pouvais prendre la voiture. Je ne l'ai pas prise sans sa permission. Son mensonge et honte m'a laissé sans voix. Je ne pouvais pas croire que ma sœur puisse dire quelque chose d'aussi manifestement faux, juste devant toute notre famille et tous les invités. Puis, soudain, ma mère a pris la parole, comme toujours. Elle est intervenue pour défendre Sophia sans se poser de questions. En grandissant, j'étais habitué à voir Sophia bénéficier d'un traitement de faveur. Chaque fois que nous nous disputions, maman prenait son parti. Quand il y avait quelque chose de bon à manger, la plus grosse part lui revenait. Même quand elle avait tort, maman l'excusait avec des phrases comme « Elle est encore jeune. C'est une fille. Il faut la gâter. » ou « Daniel, tu es le grand frère. Laisse-la faire. » Et cette fois-ci n'était pas différente. Regardant droit mon père, ma mère a parlé sur un ton plein d'accusations, « Tu vois, tu as passé toutes ces années à servir le pays. Et maintenant, ton fils est devenu pourri. On a de la chance que Sophia n'ait pas été blessée. » En entendant son accusation totalement infondée, je n'ai plus pu me retenir. Je me suis tourné vers ma mère, la voix tremblante de frustration, et j'ai demandé, « De quoi parles-tu ? Tu ne peux pas simplement croire Sophia sur parole et m'accuser comme ça. » À ce moment-là, mon père s'est tourné et a regardé ma mère. Ses yeux étaient remplis d'une sévère déception. Il a parlé calmement, mais sa voix portait une autorité indubitable, « J'ai servi ce pays et j'ai gagné un revenu élevé en le faisant. Je t'ai donné chaque centime de ma solde militaire. Tu n'as jamais eu à travailler. Je t'ai seulement demandé d'élever les enfants. Donc, si Daniel est devenu ce que tu dis, la première responsable, c'est toi. » Ces paroles étaient vives, logiques, et portaient le poids d'une vérité indéniable. Ma mère est restée sans voix. Elle n'avait rien à dire. Quant à moi, après avoir entendu ce que mon père a dit, j'ai enfin compris. Il y avait toujours eu une division claire entre eux lorsqu'il s'agissait de nous élever. Après avoir réglé la dispute avec ma mère, mon père s'est tourné pour me regarder, puis a regardé Sophia.
Quelques secondes se sont écoulées avant qu'il nous parle d'une voix ferme, l'un de vous deux ment. Soyez honnête maintenant et je pardonnerai et laisserai passer. Mais si vous continuez à vous entêter et que je découvre la vérité par moi-même, les conséquences seront sévères. Dès qu'il a fini de parler, j'ai remarqué que Sofia déglutissait difficilement. Elle semblait un peu mal à l'aise, mais elle a tenu bon. Elle a regardé droit mon père et a dit, c'est Daniel qui ment. Quant à moi, je n'avais pas besoin d'en dire plus pour ma défense. J'ai regardé mon père dans les yeux et j'ai dit fermement, je veux appeler la police pour enquêter sur cette affaire. Il a fait une pause, réfléchissant attentivement, puis a répondu, d'accord, je l'autorise. Fais-le. À ce moment-là, Sofia a soudainement levé la tête, un air inquiet sur le visage. Elle s'est rapidement tournée vers mon père et a dit, pourquoi appeler la police? C'est une affaire de famille. Si des étrangers la prennent, ce sera embarrassant. Son objection en a révélé plus qu'elle ne le pensait. À ce moment-là, mon père a tout de suite compris, avec toute son expérience de la lecture des gens. Il a regardé Sofia avec des yeux perçants et a déclaré, pas besoin d'appeler la police. Sofia, c'est toi qui as menti. Ma mère est de nouveau intervenue pour défendre sa fille quand il a dit ça. Elle a dit, Simon, tu ne peux pas l'accuser sans preuve claire. Cette défense aveugle de Sofia a finalement poussé mon père à bout. Il s'est tourné vers ma mère et a crié avec une autorité imposante, je suis en train de discipliner mon enfant. Reste en dehors de ça. Ma mère s'est tue, baissant la tête sous le poids de sa colère, rare et indubitable. Puis il a tourné son regard vers Sofia et a dit avec ferveur, seuls les criminels ont peur de la police. Je les appellerai moi-même si tu ne dis pas la vérité tout de suite. Cette fois, Sofia n'a plus essayé de nier. Pourtant, il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit avec défi, oui, j'ai pris la voiture de Daniel sans permission. Sa confession inattendue a stupéfié les invités dans le salon. Ils ont échangé des regards, clairement choqués que la situation ait dégénéré à ce point. Quant à moi, j'ai poussé un long soupir de soulagement. Au moins, j'avais prouvé que je ne mentais pas et je n'avais plus besoin d'appeler la police. En voyant tout ce qui se déroulait, j'ai pensé que c'était fini. Je croyais sincèrement que tout se terminerait par des excuses sincères de Sofia et son accord pour assumer la responsabilité des dommages qu'elle avait causés. Mais j'avais tout à fait tort. Rien n'allait se terminer aussi facilement. Les choses étaient sur le point de devenir bien plus compliquées que je ne l'avais jamais imaginé. Après que Sofia a admis avoir pris ma voiture sans permission, mon père a hoché la tête avec une satisfaction silencieuse que la vérité soit enfin révélée. La tension dans la pièce a commencé à se dissiper. Tout le monde semblait croire que la situation avait été résolue. Quelques secondes plus tard, mon père a donné une directive claire à Sofia. Il a parlé calmement mais fermement, tu dois t'excuser auprès de Daniel et prendre la responsabilité de faire réparer sa voiture dès demain matin. Sofia est restée figée, son expression pleine de ressentiment. Quelques secondes se sont écoulées avant qu'elle ne lui crie, c'est une demande déraisonnable. Sans élever la voix, mon père a répondu d'un ton égal, et pourquoi penses-tu que c'est déraisonnable? Sofia a alors jeté un coup d'œil à ma mère, comme si elle cherchait du soutien. Puis, se tournant à nouveau vers papa, elle a répondu avec frustration, c'était juste un petit accident. Pourquoi tout le monde en fait tout un plat? Dès qu'elle a eu fini, ma mère est de nouveau intervenue pour la défendre. Sa voix était pleine de complaisance, Simon, ne sois pas si dur avec elle. Ce n'est qu'une fille. Daniel gagne bien sa vie. Il n'est pas nécessaire de faire payer les réparations à Sofia. Ce commentaire a provoqué un déclic dans l'esprit de mon père. Il a cessé de regarder Sofia et s'est approché de ma mère. Ses yeux étaient vifs alors qu'il lui demandait, donc, pendant tout ce temps, tu as appris à Sofia à vivre sans responsabilité, n'est-ce pas? Ma mère est restée silencieuse. Elle a baissé les yeux, incapable de soutenir son regard perçant. Ce silence en disait long. Voyant qu'elle n'offrait aucune réponse, papa s'est lentement retourné vers Sofia, la regardant droit dans les yeux, il a demandé une dernière fois, Sofia, vas-tu t'excuser auprès de Daniel et prendre la responsabilité de faire réparer la voiture? Toujours têtue et provocante, Sofia l'a défié du regard et a crié, je ne ferai pas ce que tu dis. Nous sommes une famille. Pourquoi es-tu si mesquin? Ces mots irrespectueux ont poussé mon père à bout. J'ai vu son visage changer. Le père calme et patient a disparu,
et un officier des marines qui n'avait aucune tolérance pour l'irresponsabilité a pris sa place. Il n'a pas dit un mot de plus. Il s'est retourné et est parti. Sans explication, sans avertissement. Je l'ai regardé se diriger vers l'arrière de la maison, vers la remise. Je n'avais aucune idée de ce qu'il prévoyait de faire, mais en le voyant partir en silence, j'ai pensé qu'il avait finalement renoncé face au défi de Sofia. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'en seulement 3 minutes, j'allais être témoin de la colère terrifiante de Simon, un lieutenant-colonel du corps des marines des États-Unis. À l'époque, je pensais que tout se calmait dans la déception. Mais en réalité, la tempête ne faisait que commencer. Après le départ de mon père, quelques parents ont pris la parole pour apaiser la tension et servir de médiateurs. La pièce était clairement divisée en 2 camps, l'un me soutenant, l'autre défendant Sofia. Oncle Austin et Thomas étaient fermement de mon côté, affirmant que Sofia devait assumer la responsabilité de ses actes. Certaines personnes ont suggéré que je laisse simplement tomber. C'est la famille, disait-il. Ne rend pas les choses plus grandes qu'elles ne le sont. D'autres, en particulier ceux qui sont proches de ma mère, ont dit à Sofia qu'elle devrait écouter notre père, s'excuser et payer les dommages. Les allers-retours ont transformé le salon en un désordre de voix qui se chevauchaient. Je suis resté assis en silence, épuisé, émotionnellement vidé par tout ce qui s'était passé. Précisément 3 minutes plus tard, la porte de la remise du jardin s'est ouverte violemment avec un grand bruit. Mon père est sorti, tenant une solide batte de baseball en chêne dans une main. Son expression était glaciale, ses pas fermes, sa présence écrasante. Tout le monde dans la pièce a cessé de parler à l'instant où ils l'ont vu revenir. La pièce est tombée dans un silence absolu. Une pensée terrifiante traversait mon esprit, va-t-il frapper Sofia avec cette batte? Mon cœur battait la chamade. J'ai commencé à trembler, non pas parce que j'avais peur pour moi-même, mais parce que j'avais sincèrement peur pour ma sœur, malgré tout ce qu'elle avait fait. Mais cette pensée a rapidement disparu quand il est passé devant nous sans un mot ni un regard. À la porte d'entrée, il s'est retourné et a parlé d'une voix plate et sans émotion, « Suivez-moi ». Personne n'a osé le questionner. Nous avons tous suivi comme des soldats répondant à un ordre direct. Les invités se sont levés à nouveau et ont marché hésitamment derrière lui, nerveux et incertains de ce qui allait se passer. Puis nous nous sommes tous arrêtés, sous le choc, alors que mon père s'arrêtait devant une Honda Civic blanche, la voiture de Sofia. Avant que quiconque puisse parler ou réagir, il a levé la batte de baseball et l'a fracassée directement sur le pare-brise. Le son était assourdissant. Le verre a volé en éclats dans toutes les directions. Le temps a semblé se figer. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Mon corps s'est bloqué, paralysé par l'incrédulité. Oncle Austin et Thomas se tenaient là, bouche bée, les yeux écarquillés. Mes tantes se serraient les unes contre les autres, le visage blême d'horreur. Une fois le pare-brise réduit en miettes, papa est passé aux vitres latérales. Le son du chêne s'abattant sur le métal résonnait comme des coups de feu. Tout le monde tressaillait à chaque coup. Sofia et ma mère sont sorties en courant de la maison, le visage d'un blanc fantomatique. Ma mère a désespérément attrapé le bras de mon père en criant « Simon, arrête ça !» Sofia s'est mise devant lui, la voix tremblante « Pourquoi fais-tu ça ?» Mais il avait déjà craqué. Son visage était rouge de rage. Il a regardé Sofia et a dit froidement « Cette voiture était mon cadeau pour toi. Cela signifie que j'ai tout à fait le droit de la détruire. » Puis, d'un haussement d'épaules rapide, il s'est débarrassé de l'emprise de ma mère et a continué. Il a fracassé les phares, les rétroviseurs, les portes. Rien n'a été épargné. La voiture était en train d'être démantelée sous nos yeux. Les invités restaient figés de peur. Certains se couvraient le visage. D'autres reculaient. Thomas a baissé la tête, pâle et silencieux. Oncle Austin ne bougeait pas, la bouche toujours ouverte, sans voix. Sofia n'essayait plus d'arrêter notre père. Elle se contentait de s'accrocher à ma mère, toutes deux sanglotant de manière incontrôlable. Leurs pleurs se mêlaient au bruit de la batte s'écrasant sur le métal, créant une bande-son horrifiante et surréaliste. Et moi, je restais là, témoin de l'explosion de mon père, tel un ouragan, pour la première fois de ma vie. Je tremblais, non pas parce que je pensais qu'il me ferait du mal, mais parce que je ne l'avais jamais vu perdre le contrôle de cette manière. Pourtant, au fond de moi, je comprenais que ce n'était pas seulement de la rage. Des années de frustration accumulée explosaient,
frustration due à la complaisance, au fait de la gâter et d'éviter toute responsabilité. Après près de 10 minutes, il a laissé tomber la batte sur le sol à côté de la voiture désormais détruite, une fois sa fureur retombée. Il les a regardés, les yeux vifs et sans émotion, et a dit, ceci est la leçon pour quiconque pense toujours avoir raison. Puis, sans un mot de plus, il s'est retourné et est rentré dans la maison, laissant derrière lui une cour pleine d'invités stupéfaits et tremblants. En voyant tout cela se dérouler, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une leçon pour Sofia. C'était un avertissement clair et brutal pour nous tous, les actions ont des conséquences, et personne n'est au-dessus de la responsabilité. Environ 10 minutes plus tard, nous étions tous retournés dans la maison, portant avec nous un silence lourd et suffocant. Mon père était assis droit sur le canapé en cuir du salon. Son visage était encore sévère après l'explosion précédente. Personne n'osait parler. Personne ne posait la moindre question. C'était comme si tout le monde dans la pièce avait été secoué par l'autorité pure d'un homme qui avait autrefois servi dans le corps des marines des États-Unis. L'air dans la pièce était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Les invités étaient assis tranquillement, fixant le sol ou échangeant des regards nerveux, ne sachant pas quoi dire ou s'il était prudent de dire quoi que ce soit. Une fois que tout le monde s'est installé, mon père s'est levé et s'est approché de moi. Il a fouillé dans sa poche, en a sorti une épaisse liasse de billets et me l'a tendue. Il a dit d'une voix ferme et sérieuse, « Voici $10 000. Prends-les et fais réparer ta voiture. » Quand il a dit ça, j'ai rapidement répondu, « Papa, garde-les. Je peux m'occuper des réparations moi-même. » Mais il ne m'a pas laissé finir. Il m'a regardé droit dans les yeux et a parlé sur un ton qui ne laissait aucune place à la discussion, « C'est un ordre, pas une suggestion. » J'ai accepté à contre-cœur l'argent de sa main, ne voulant pas ajouter plus de tension à l'atmosphère fragile. L'argent semblait lourd, non seulement en poids, mais en signification. Ces billets portaient plus qu'une simple valeur monétaire. Ils portaient le poids de tout ce qui s'était passé, la colère, les conséquences, la leçon. En voyant ce que mon père venait de faire pour moi, ma mère n'a plus pu se retenir. Elle a immédiatement pris la parole pour défendre Sofia, lui disant, « Et la voiture de Sofia ? Tu dois lui en acheter une nouvelle. » À ce moment-là, mon père avait perdu patience, non seulement avec Sofia, mais aussi avec l'attitude de ma mère. Il s'est levé, l'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Demain, je contacterai mon ancienne unité. Si toi et Sofia voulez continuer à vivre dans cette maison, vous suivrez toutes les deux un programme d'entraînement militaire d'1 mois. » En entendant les mots « entraînement militaire », les visages de ma mère et de Sofia ont pâli. Elle savait exactement ce que cela signifiait, se réveiller à 5 heures du matin, courir des kilomètres, des entraînements brutaux et une discipline stricte sans aucune place pour les excuses. Immédiatement, Sofia a crié de panique, « Je ne ferai jamais ce fichu entraînement. » Maman non plus ne pouvait plus contrôler ses émotions. Elle s'est levée, fixant mon père du regard, et a hurlé, « Tu es tellement partial envers Daniel. C'est une famille. Tu ne peux pas continuer à montrer ce favoritisme injuste. » Mais à présent, mon père avait retrouvé la majeure partie de son sang-froid, bien que sa voix soit toujours empreinte d'autorité. Il la regarda calmement mais fermement, expliquant, « Daniel a acheté sa voiture avec son propre argent. L'argent qu'il a gagné. Notre fille l'a détruite. Il est de notre responsabilité de payer pour les dommages. Quant à la voiture de Sofia, c'était un cadeau payé avec notre argent. L'argent que j'ai gagné et envoyé à la maison. Si quelqu'un ici a été maltraité, c'est Daniel, pas Sofia. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Pour la première fois, je me suis vraiment senti vu et protégé par quelqu'un de ma propre famille. Ce moment m'a fait réaliser que même si mon père n'était rentré que quelques fois par an, il avait toujours observé, prêtant attention à chaque petite chose de nos vies. En même temps, ces paroles m'ont aidé à comprendre que son amour ne se résumait pas à ce qu'il disait. Il résidait dans son sens de la justice et la responsabilité qu'il portait en tant que père. Après la déclaration logique et ferme de mon père, ma mère est restée complètement silencieuse. Elle n'avait plus de mots pour défendre Sofia. Son visage a pâli en réalisant qu'elle ne pouvait plus justifier les actions de Sofia. Puis mon père les a regardés directement, ma mère et Sofia, et a déclaré avec une certitude inébranlable, « Si vous refusez l'entraînement, nous ne sommes plus une famille. » Cette phrase était comme une lame, tranchant tout espoir de réconciliation qui restait. La pièce est devenue oppressante, chaque respiration épaisse de tension. Toujours aussi défiante,
Sofia s'est redressée, le visage rouge de rage. Elle a fixé mon père du regard et a crié avec une provocation ouverte, « Très bien. Personne ne veut faire partie de ta famille de toute façon. Adieu. » Et sur ce, elle s'est retournée et a quitté la maison, sans même un regard en arrière. Ses pas résonnaient dans la pièce silencieuse comme des clous enfoncés dans le cercueil de notre famille fracturée. En regardant Sofia partir, ma mère a finalement craqué. Elle s'est levée, fixant mon père avec fureur, et a hurlé, « Es-tu content maintenant? Tu as détruit cette famille de tes propres mains. » Mon père n'a pas répondu. Il n'avait pas l'énergie pour une autre dispute. Il est juste resté là, ses yeux suivant la silhouette de Sofia qui disparaissait par la porte. Puis il a poussé un long soupir de douleur. Dans ses yeux, je pouvais voir la profondeur de son chagrin. Mais j'ai aussi remarqué autre chose, la résolution silencieuse et inébranlable d'un homme qui savait que faire ce qui est juste ne signifie pas toujours la paix et ne procure pas toujours un sentiment de bien-être. Alors que Sofia se tenait devant le portail, ouvrant son téléphone pour appeler un taxi, ma mère a couru après elle et a dit, « Sofia, je viens avec toi. » Puis elle s'est retournée vers mon père et moi. Ses yeux étaient remplis d'amertume. Elle a déclaré, « Je refuse de participer à ton fichu programme d'entraînement. Je divorce. » Les invités encore présents ont immédiatement pris la parole, essayant de l'arrêter et de la convaincre de reconsidérer sa décision. Oncle Austin a dit, « Marie, ne prends pas de décision précipitée. » Une tante a dit, « Vous êtes une famille. Peu importe ce qui s'est passé, vous pouvez toujours en parler. » Mais ma mère n'écoutait plus personne. Elle s'est tournée vers moi d'une voix pleine de ressentiment et a dit, « Es-tu content maintenant? C'est ce que tu voulais? Ton égoïsme a déchiré cette famille. Ce n'était qu'une voiture, et tu en as fait toute une histoire. » En entendant ces paroles, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai juste ressenti une tristesse incroyable. Après toutes ces années, après tout ce qui s'était passé, elle choisissait encore de défendre Sofia, refusant d'affronter la vérité sans réfléchir. À ce moment-là, j'ai réalisé que je serais toujours le fils égoïste aux yeux de ma mère. Tandis que Sofia serait toujours la victime qui avait besoin de protection. Alors que je les regardais monter dans le taxi qui venait d'arriver, mon père et moi nous tenions silencieusement près de la porte. Nous n'avons pas dit un mot. Dans ce moment silencieux et douloureux, nous avons tous les deux compris que l'histoire de notre famille heureuse s'était terminée cette nuit de Noël. Les invités, eux aussi, avaient cessé de débattre. Personne n'a plus rien dit. Ils ont commencé à nous aider à nettoyer ce qui restait de la fête. Des assiettes froides, des verres de vin à moitié pleins, des cadeaux de Noël non ouverts, tous témoins silencieux d'une célébration complètement gâchée. Vers 21h, les gens ont commencé à nous dire adieu tranquillement. Ils nous ont serré la main, nous ont fait des câlins et ont offert des mots de réconfort. Thomas m'a serré la main et a dit, « Daniel, je sais que tu avais raison. » Oncle Austin a touché l'épaule de mon père et a dit, « Simon, tu as fait ce qu'un père devait faire. » Quand le dernier invité est parti et que la maison est tombée dans un silence complet, mon père s'est assis sur le canapé, complètement épuisé. Il n'a pas dit un mot, il regardait simplement dans le vide. Mais en regardant dans ses yeux, je savais que même s'il souffrait, même si son cœur se brisait, il ne reviendrait jamais sur sa décision. Parce que dans son esprit et au plus profond de son âme, il savait que c'était la bonne chose à faire. Dans les jours qui ont suivi ce dîner de Noël fatidique, j'ai commencé à rentrer régulièrement à la maison après le travail pour dîner avec mon père. La maison, autrefois remplie de rires et de conversations animées, semblait maintenant silencieuse et vide, une coquille de ce qu'elle était. J'ai suggéré qu'il emménage avec moi chez moi. Je pensais que cela pourrait aider à apaiser sa solitude, mais il a fermement refusé. Il a expliqué, « Je veux rester dans cette maison jusqu'à ce que le divorce et le partage des biens soient finalisés. Après cela, je viendrai vivre avec toi. » Respectant sa décision, je n'ai plus jamais abordé le sujet. Je comprenais qu'il avait besoin de temps pour régler les complexités juridiques. Peut-être même plus que cela, il avait besoin d'espace pour réfléchir à tout ce qui s'était passé pendant la période d'attente du divorce. Nos dîners ensemble sont devenus quelque chose que je chérissais profondément. Mon père partageait souvent des histoires de ses années dans l'armée, des récits de missions difficiles à l'étranger, du lien indéfectible qu'il partageait avec les hommes sous son commandement, et des décisions impossibles qu'un chef doit prendre dans des situations de vie ou de mort. En écoutant ces histoires, mon admiration pour lui n'a fait que grandir.
j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement un père modèle, mais un homme de principe et de courage. Il avait passé sa vie à servir son pays et se battait maintenant pour défendre ces mêmes valeurs au sein de sa famille. Ces conversations ne m'ont pas seulement aidé à le comprendre plus profondément, mais elles m'ont aussi appris quelque chose d'essentiel, le sens de la responsabilité et la force qu'il faut pour rester fidèle à ce qui est juste, même lorsque cela vous coûte tout. 2 mois après cette nuit de Noël fatidique, alors que toute tentative de réconciliation avait échoué, le tribunal a finalement approuvé le divorce de mes parents. Tous les biens, de la maison au véhicule en passant par les comptes bancaires, ont été partagés équitablement conformément à la loi. Le jour de l'audience, Sophia et moi étions présents. L'atmosphère à l'intérieur de la salle d'audience était tendue et froide, bien loin des rassemblements chaleureux et familiers que notre famille avait connus. Ma mère et Sophia étaient assises de l'autre côté de la pièce, comme si nous étions des étrangers ou pire, des ennemis. Pendant toute la session, elles m'ont regardé avec ressentiment, comme si j'étais celui qui avait tout détruit. À leurs yeux, je n'étais pas la victime. J'étais la cause de l'effondrement de la famille. J'étais assis à côté de mon père, sentant le poids de leurs regards accusateurs, même si je savais que je n'étais pas en tort, être vu comme l'ennemi par ma mère et ma sœur me blessait profondément. Quand le juge a lu le jugement final accordant le divorce et confirmant le partage des biens, le son du marteau a résonné dans la pièce comme le glas du mariage de 28 ans de mes parents. 28 ans de partenariat se sont officiellement terminés dans une salle d'audience plus froide que n'importe quel jour d'hiver. Au moment du verdict, ma mère et Sophia se sont levées et sont parties sans un regard vers mon père. Elles se sont éloignées avec des expressions dures, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mon père, quant à lui, est resté assis. Il a regardé en silence les 2 personnes qu'il appelait autrefois sa famille disparaître de sa vue. Son visage montrait une douleur profonde et indubitable, mais il n'a jamais perdu le sang-froid ni la dignité d'un soldat. À ce moment-là, je savais avec une clarté absolue que notre famille était officiellement et irréversiblement brisée. Cela fait 2 ans depuis ce jour déchirant au tribunal. Mon père a depuis emménagé avec moi dans ma maison de 3 chambres en banlieue de San José. Notre vie est maintenant plus paisible qu'elle ne l'a jamais été. Nous cuisinons le dîner ensemble chaque soir, regardons les informations et parlons du travail. Mon père a trouvé de la joie à s'occuper de ses plantes tandis que je continue à faire progresser ma carrière dans l'industrie de la tech. Il n'y a plus de dispute ni de favoritisme injuste, juste une compréhension et un respect mutuel. Pendant ce temps, ma mère et Sophia continuent de vivre ensemble. Par des connaissances mutuelles, j'ai entendu dire que ma mère continue de défendre et de gâter Sophia comme elle l'a toujours fait. Quant à Sophia, elle n'a fait qu'empirer, sortant tard, dépensant l'argent de manière imprudente et traitant ma mère avec une attitude de plus en plus toxique. Et puis, ce que mon père avait un jour prédit s'est finalement réalisé. Sophia a fini par payer le prix fort pour son insouciance et son manque de responsabilité. Il y a 2 jours, lors de ce qui semblait être un après-midi de week-end tranquille, ma mère s'est présentée à l'improviste à notre porte. Son visage était tiré et épuisé, les yeux rouges d'avoir pleuré, les cheveux en désordre. Mon père et moi avons été pris au dépourvu, mais nous l'avons invitée à entrer. Elle s'est assise sur le canapé, les mains tremblantes, puis nous a supplié d'une voix étranglée, « S'il vous plaît, j'ai besoin de 200 000 $ pour sauver Sophia de ce procès. » Quand mon père lui a calmement demandé ce qui s'était passé, elle a commencé à raconter toute l'histoire, la voix tremblante. Il y a 2 semaines, Sophia est allée dans un bar chic avec des amis. À un moment donné de la soirée, elle a pris l'initiative de prendre le volant d'une Lamborghini, une voiture d'une valeur de plus de 300 000 $, sans l'autorisation du propriétaire. Le résultat a été un désastre. Elle s'est écrasée contre une barrière d'autoroute, causant de graves dommages. Tandis que Sophia s'en est sortie sans blessure grave grâce au système de sécurité avancé du véhicule, la supercar était irréparable. L'enquête de police a révélé que Sophia avait attendu un moment où le propriétaire de la voiture ne prêtait pas attention, puis avait pris les clés sur une table. Elle avait 2 motivations, prendre des photos pour sa page Instagram et réaliser son fantasme de conduire une supercar une seule fois. Quand ma mère a terminé son récit douloureux, mon père l'a regardé dans les yeux et a dit froidement, « Si, il y a 2 ans, tu l'avais tenu pour responsable d'avoir pris la voiture de Daniel sans permission, cela n'arriverait pas maintenant. » C'est alors que ma mère a finalement craqué. Sanglotant de manière incontrôlable, elle a supplié mon père, « Je sais que j'avais tort. S'il te plaît, aide-la. Elle est encore jeune. Elle peut changer. » Mais peu importe combien elle pleurait ou suppliait,
mon père secouait la tête en silence. Sans dire un mot de plus, il s'est levé et a quitté la pièce, ne voulant pas en entendre une seconde de plus. Restée seule avec moi, ma mère a tourné ses yeux désespérés vers moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix calme mais remplie de douleur, et j'ai demandé, « T'es-tu déjà inquiété pour moi comme tu t'inquiètes pour Sophia en ce moment ?» Ma question a eu l'effet d'un éclair. Elle est restée figée, sans voix. Il n'y avait plus rien à dire pour elle. Finalement, elle s'est levée, m'a tourné le dos et a quitté ma maison en silence. Après un dîner tranquille, je me suis assis avec mon père devant 2 tasses de café fumantes. Ce soir-là, rassemblant mon courage, je lui ai finalement demandé, « Papa, tu ne vas pas aider Sophia ?» Il a fait une pause momentanée avant de répondre d'une voix basse et lourde, « Tu sais, quand ta mère racontera cette histoire à d'autres, je suis sûr que beaucoup de gens diront que je suis sans cœur, égoïste, voire cruel. » Il s'est tu après cela, fixant sa tasse tandis que le café refroidissait lentement. Ses yeux étaient lointains, comme s'il était perdu dans le poids de la décision que seul un père pouvait comprendre. Je n'ai rien dit. Je savais qu'il avait besoin d'espace pour rassembler ses pensées. Un instant plus tard, il a levé la tête, m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec une résolution tranquille, « Toi et Sophia, vous avez tous les deux plus de 18 ans. Vous êtes des adultes maintenant. Vous devez assumer l'entière responsabilité de vos actes. » Avec ces mots simples mais puissants, il s'est levé, m'a doucement tapoté l'épaule et s'est dirigé vers sa chambre. Dans la douce lueur ambrée du couloir, sa silhouette paraissait solitaire mais inébranlable. Je suis resté seul dans le salon, laissant ses paroles s'imprégner en moi. Ce qu'il a dit ne concernait pas seulement Sophia. C'était aussi un message pour moi. Un rappel de vivre avec intégrité, de rester fidèle à mes choix et d'être responsable de tout ce que je fais. Après ce moment, j'ai compris que ce n'était pas seulement une leçon pour ma sœur. C'était une leçon de vie que mon père voulait me transmettre. Sur la responsabilité, la croissance et le genre d'amour qui ne ressemble pas toujours à de la gentillesse en surface, mais qui est plus profond que les mots. C'est là que mon histoire se termine. Mais avant de partir, je veux vous poser une question. Que pensez-vous de la décision de mon père? Croyez-vous qu'il a été trop dur de ne pas intervenir pour aider sa fille? Ou croyez-vous que ce qu'il a fait était en fait la forme la plus valable de l'amour? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux sincèrement connaître votre point de vue. Et si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de la partager pour que d'autres puissent également réfléchir à ces importantes leçons de vie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire.